is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Les Québécois de France. Difficile de trouver des chiffres ultra précis, mais nous serions aujourd'hui plus de 100 000 disciples de Molière à avoir établi résidence dans la belle province. 100 000 sur une population de 8 millions d'habitants, ce n'est pas neutre, enfin c'est pas non plus ce qu'on peut franchement appeler un raz-de-marée. Mais l'influence hexagonale ne s'arrête pas à ces 100 000 Français, loin de là. D'abord, rajoutez-y un important flux migratoire. Chaque année, ce sont entre 3 et 4 000 nouveaux Français qui arrivent en résidence permanente. Mais il y a aussi 17 000 PVTistes, les fameux permis vacances-travail, et beaucoup d'étudiants qui viennent remplir les rangs de l'UQAM, de McGill, de Laval ou les cégeps qui sont l'équivalent de nos lycées de France. Rajoutez-y aussi les unions binationaux. Quand un chum date une petite amie ou qu'une blonde tombe en amour avec un titi parisien, avec, in fine, des enfants à la nationalité certes canadienne, mais qui ont aussi une bonne part de culture française. Rajoutez-y une évidente proximité linguistique, culturelle, intellectuelle et même politique. Et enfin, rajoutez-y 4 siècles d'histoire partagée, et vous comprendrez que définitivement la place des Français ici ne se limite pas à un chiffre, fût-il de 100 000 sur 8 millions. Pour en parler et comprendre ce qui fait que nous, Français, nous nous sentons si bien à 6000 km de chez nous, nous avons la chance de recevoir non seulement l'un d'eux, mais surtout celui qui depuis près de 4 ans les représente toutes et toutes comme député des Françaises et des Français vivant en Amérique du Nord. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai été vacciné hier. Voilà, maintenant je vais attendre la deuxième dose et j'espère surtout pouvoir retraverser l'Atlantique, ce que je n'ai pas fait depuis plus d'1 an, pour venir voir les Françaises et les Français qui vivent en Amérique du Nord. Je me languis de vous tous et toutes. Ah super, et c'est très bien parce que ça devait être ma dernière question et on va commencer avec celle-là parce que vous avez vécu très longtemps, on va refaire votre parcours mais très longtemps ici, et c'est vrai que moi, Français vivant depuis quelques mois du côté de Montréal, il n'y a pas une journée même si les rencontres en ce moment sont quand même très limitées, mais quand je rencontre quelqu'un, ne serait-ce que virtuellement, on me pose toujours cette question, est-ce que la France te manque? Et du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que Montréal, est-ce que le Québec vous manque? Oui, moi j'ai passé près de 10 ans à Montréal, j'y suis allé pour un job à la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais j'y suis allé aussi avec
ma femme, nos 3 enfants, qui à l'époque avaient 8, 10, 12 ans, donc qui ont vécu une adolescence à Montréal absolument exceptionnelle. Je pense qu'il y a peu de villes au monde qui soient aussi agréables pour des adolescents ou des jeunes adultes. La qualité de vie était excellente. On est un peu à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique. Et en plus, j'y ai vécu une expérience professionnelle absolument unique. Donc c'est vrai que j'ai eu mon petit coup de folie, j'ai eu ma crise de 50 ans à moi, j'ai décidé de me lancer en politique pour accompagner, rejoindre Emmanuel Macron qui était candidat à l'époque. Mais sinon, je pense que j'y serai encore et toujours aussi heureux d'y être. Oui, parce que c'est ça, être député des Françaises et des Français, même vivant en Amérique du Nord, ça voulait dire aussi être au Palais Bourbon et donc de retour à Paris. Exactement. Moi, bon, mes collègues ici, en général, passent vendredi, samedi, dimanche en circonscription et lundi, mardi, mercredi, jeudi à peu près à Paris. Bon, moi, je peux pas tenir ce rythme-là. Et donc, ce que je faisais avant la Covid, c'est que je partais à peu près une semaine par mois. Je faisais 3-4 villes en une semaine, ce qui m'a permis en près de 3 ans de faire le tour de l'Amérique du Nord et d'aller évidemment très souvent à Montréal, souvent aussi à New York, Los Angeles, San Francisco ou Miami, qui sont les gros hubs de la présence française, mais évidemment aussi à Toronto, à Calgary, à Vancouver, à Boston, à Chicago, etc. Donc j'étais dans un espèce de rôle de pont un peu entre les Françaises et les Français qui vivent en Amérique du Nord et le Palais Bourbon ici. Alors il s'avère que je suis aussi président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et donc, donc ça m'occupe pas mal ici parce que quand les lois économiques passent, il faut que je préside et que je m'assure que cette loi passe bien. Oui, puis des lois économiques, il y en a quand même 2-3, quoi. Surtout en cette période, en cette période où effectivement il y a beaucoup d'aides, de systèmes divers et autres. Bon, j'imagine, j'ai un peu lâché l'actualité française, mais je pense que c'est un peu comme ici, quoi. Il en tombe à peu près une nouvelle tous les 2 jours parce qu'il y a tellement de secteurs à soutenir, à aider. Toujours autant de reprises à espérer ou à reprendre. Pour sortir du débat, du sujet politique et revenir d'abord à ce parcours d'immigrant. Quand j'ai regardé un petit peu votre parcours à vous, ce qui m'a intéressé, c'est que, de ce que j'en ai vu, vous avez une formation très française, avec Polytechnique, enfin qui est quand même une des très hautes écoles et très prestigieuses écoles, mais très française. L'ENSA est derrière. Alors certes, un petit passage par Londres pour une maîtrise en économie, je crois, mais après une carrière française dans un grand groupe français de banque assurance, voilà. Et tout d'un coup, vous partez au Québec et a priori, vous y êtes senti, mais alors super bien parce que vous y restez 8 ans. Et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait, parce que je pense que vous en êtes un super bon exemple, que un Français, une famille française, mais vraiment est élevée avec, comme Polytechnique, je veux dire la substantifique moelle de la culture et de l'essence française, peut si vite et si bien s'adapter et s'épanouir à 6000 km de chez soi. Bon, d'abord, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des études en France exceptionnelles et on ne dit jamais assez. Je pense que la France est capable de fournir à ces jeunes. Moi, je viens d'un milieu modeste. J'ai grandi dans une cité HLM et j'ai eu la chance, par la méritocratie, de faire des études exceptionnelles. Cela dit, je dirais, il y a un peu prescription. Je suis sorti de Polytechnique en 89, donc c'était il y a un certain temps, plus de 30 ans. Et d'une certaine manière, quand on est en France, c'est vrai qu'on est souvent renvoyé à ces études qui datent. Et que peut-être que, même si je vais y revenir, c'est une opportunité qui m'a conduit à traverser l'Atlantique, il y avait aussi peut-être un peu l'envie de prouver mes compétences, les qualités de mon travail, mon engagement, indépendamment de ce que j'avais pu faire il y a 20, 25 ou 30 ans. Je pense que c'est un petit défaut qu'on a en France, ça, d'étiqueter les gens sur ce qu'ils ont pu étudier dans leur vingtaine, alors qu'ils en sont bien loin, et c'est mon cas. Bon, moi, j'ai été approché par un cabinet de recrutement. Vous l'avez dit, je travaillais dans une entreprise du secteur financier en France. J'avais travaillé au ministère des Finances avant. Et donc, j'avais une double carrière, un peu publique, un peu privée. Et c'est vrai que quand je suis approché par un cabinet de recrutement pour discuter de la caisse,
Bon, je connaissais un peu la Caisse de dépôt, qui est évidemment extrêmement connue au Québec et au Canada, mais qui est en fait connue partout dans le monde, y compris en France, puisqu'ils ont encore des investissements forts ici. Je me dis pourquoi pas, quoi. Faisons une rencontre exploratoire. Et là, je rencontre Michael Sebia, qui venait d'être nommé PDG de la Caisse. On était en pleine crise financière, 2008-2009. La Caisse avait perdu énormément d'argent. La moitié du conseil d'administration avait été renouvelée. Il venait de nommer un nouveau PDG. Et on se fait une visioconférence. Et je peux vous dire que les visioconférences en 2009, c'était pas c'était pas ce à quoi on est maintenant habitué, Zoom, Teams et consorts. Donc la qualité était pas terrible. J'étais dans le cabinet de recrutement, je le voyais loin sur la télé, et je sors de là en me disant bon, ça a l'air intéressant, il a l'air intéressant, mais franchement, aller plus loin dans la réflexion sur un job qui consisterait à emmener toute la famille de l'autre côté de l'Atlantique, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Et le gars me dit écoutez, il vous a bien apprécié, il est prêt à venir en France. Alors la petite sonnerie que vous entendez, là, je suis désolé, je sais pas si vous l'entendez de l'autre côté. Si, on l'entend, mais c'est c'est l'Assemblée nationale. Donc il y avait une suspension de séance et on rappelle les députés en séance, mais comme je suis avec vous, je n'y vais pas. Donc c'est la raison de cette petite sonnerie. Et donc je le rencontre à Paris et là on a passé 3 heures ensemble, extrêmement stimulante. Il m'a donné sa feuille de route pour redresser une institution qui à l'époque était extrêmement affaiblie et j'ai dit banco. J'ai dit banco en me disant que c'était d'abord et avant tout une bonne manière de mettre en cohérence les deux parties de ma carrière, la finance au service du public, parce que la Caisse c'est avant tout une institution publique gouvernementale qui gère les retraites des Québécoises et des Québécois et un certain nombre de compagnies d'assurance publique. Il y avait aussi le défi, le challenge de redresser une institution qui avait extrêmement souffert. Et puis il y avait l'ambition, la volonté, le goût de l'aventure, parce que c'est vrai que partir à Montréal à cette époque-là, moi quand je suis arrivé, on me dit tu sais, il y a 2 jobs compliqués à Montréal, il y a l'entraîneur de l'équipe de hockey et il y a le chef des placements de la Caisse de dépôt. Et évidemment, comme la Caisse sortait d'une période était encore dans une période extrêmement difficile, le risque que cette aventure soit courte était quand même assez élevé. Mais je me suis dit banco. J'ai la chance d'avoir une épouse merveilleuse qui m'a dit ok banco, je te suis. Elle est irlandaise, donc elle avait déjà immigré. Elle avait même déjà immigré 2 fois. Donc elle se serait bien passée de cette émigration, mais elle m'a dit ok banco, on y va. Ouais, et on est parti. Moi, je suis parti en octobre 2009. Et elle m'a rejoint à Noël pour entamer cette aventure. C'est absolument dingue. C'est sûr que ça a aidé d'être, j'imagine, d'être si bien accompagné, parce que on parle professionnel, mais c'est toute la famille. Vous l'avez vécu sans doute vous aussi, quoi. L'expatriation, l'immigration, c'est une aventure collective, même quand on part tout seul d'ailleurs, parce que vous l'avez dit souvent. En fait, la raison principale de l'immigration, c'est souvent l'amour. Donc, on part parfois pour quelqu'un ou avec quelqu'un. Ça peut être les études, qui sont évidemment, au-delà de l'expérience académique, une expérience collective exceptionnelle. Ce qu'on retient de nos études, c'est évidemment ce qu'on a appris, mais surtout les gens qu'on y a rencontrés, et les jeunes Français et Françaises qui passent dans les universités de Montréal et du Québec dont vous avez parlé. En général, ils retiennent tout aussi bien les gens qui y ont rencontré, les expériences de vie qu'ils y ont vécues que ce qu'ils y ont appris. Donc, mais là, en l'occurrence, effectivement, c'était quand même un gros move, comme on dirait là-bas, avec un gros job, un job risqué, et puis une expatriation d'une famille avec 3 enfants, auquel ma femme a clairement consacré la première année, quoi. Elle n'a fait que ça la première année, trouver un logement, l'aménager, s'occuper des rentrées à l'école, des activités extrascolaires, etc. Pendant que moi, je bossais. Et en combien de temps vous êtes senti québécois ? Alors, c'est intéressant parce que j'ai passé donc 3-4 mois tout seul à Montréal, puisque mon épouse ne m'a rejoint qu'à Noël et moi je suis arrivé début octobre. Et dès que je suis arrivé là-bas, je me suis senti un peu comme si j'enfilais des chaussures parfaitement à ma taille. J'avais l'impression de me retrouver quand même dans un bout d'Europe. Les rues évidemment de Montréal ne ressemblent pas autant à des villes d'Amérique du Nord que Toronto, New York et quelques autres. On a des rues pavées, on a évidemment des restaurants, des cafés, enfin une vie extérieure qui parfois des terrasses, etc. qui peut rappeler
Et j'étais arrivé en octobre, donc à un moment absolument exceptionnel. C'est le début de l'automne, il fait encore bon, les feuilles commencent à prendre leur couleur. Enfin, bref. Mais avec, par rapport à Paris où j'avais passé l'essentiel de ma vie, une pression en moins. Une pression en moins liée à la bienveillance des gens, liée à l'accueil extrêmement positif qui était donné, liée aux relations humaines du quotidien qu'on peut avoir quand on attend le bus ou quand on rentre dans un magasin. Et donc, je me suis senti très vite à la maison. Ensuite, évidemment, ça c'est la première impression. Ensuite, on construit une relation plus forte, plus durable, mais évidemment un peu plus dans la durée avec la culture dans laquelle on est. Donc, c'est vrai que j'ai découvert le cinéma, je connaissais déjà un peu parce qu'il est quand même très apprécié en France, mais la littérature, la culture, la manière très différente évidemment par rapport à Paris de passer un week-end où vous pouvez en quelques heures vous retrouver sur les pentes enneigées, en fait même en quelques minutes, 40-45 minutes en plein hiver. Donc un équilibre entre vie urbaine et vie nature, vie sportive. Vous montez sur le Mont-Royal et vous vous retrouvez à faire du ski de fond en hiver et du footing en été. Et donc petit à petit, je me suis approprié un peu cette culture, cette vie quotidienne, et évidemment la politique à laquelle j'étais extrêmement peu, en tout cas assez peu exposé auparavant, donc que j'ai découvert aussi avec les élections provinciales, les élections municipales, etc. Et donc, est-ce qu'il y a un moment, en tout cas, je suis devenu Canadien, on est devenus tous Canadiens à peu près 5 ans après être arrivé. Et c'est vrai que quand on l'a fait, vous savez que ça vous arrivera peut-être, il y a une cérémonie d'acquisition de la nationalité qui est assez émouvante. On avait vraiment l'impression, en tout cas, de l'être devenu, d'être devenu Canadien, d'être devenu Québécois et d'être devenu aussi, c'est important, Montréalais. Parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui extrêmement globalisé, la ville dans laquelle on est toujours un bel endroit d'attache. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai posé la question parce que alors, sans avoir vécu différentes immigrations, mais on en discutait un peu en off juste avant de commencer les émissions. J'ai été principalement élevé dans un tout petit village en Charente. Et quand, moi aussi, pour des raisons d'ambition professionnelle, je suis monté à la capitale, la réalité, c'est qu'il m'a fallu presque 5 ans pour me sentir à peu près bien en région parisienne. Après, je me suis senti vraiment bien. J'y suis resté plus de 25 ans. Mais il m'a fallu 5 ans pour me sentir bien. J'avais beaucoup de choses qui étaient trop différentes, choc culturel trop important. Et alors, je sais pas si c'est le fait de passer peut-être de 2 métropoles importantes qui sont Paris ou Montréal, même si je suis pas dans Montréal aujourd'hui, mais il m'a fallu 2 jours pour me sentir bien ici. Alors qu'en plus, je suis en plein Covid. C'est-à-dire avec des interactions très limitées, avec des bars ou des restaurants que j'ai à peine pu fréquenter. Je me contente de passer devant en me disant quand est-ce que ça rouvre, mais on se sent quand même bien. Et en fait, l'une des questions que je me pose, c'était est-ce que c'est intrinsèquement propre à la ville et au Québec, ou est-ce que c'est une espèce d'alchimie entre le Québec et les Français? Je pense sans doute un peu des deux. Vous le savez, si vous êtes là depuis près d'1 an, il n'y a pas que la communauté française à Montréal. On a les Italiens, les Grecs, les Portugais, les Espagnols, les Nigérians, etc. Enfin bon, on a des gens qui viennent de partout, et c'est vrai que d'abord le fait que la relation avec l'immigration, même si c'est jamais totalement simple, soit quand même dans une logique positive d'immigration économique voulue et accompagnée. Donc on se sent plutôt bienvenu quand on arrive. C'est évidemment un pays, une province et une ville d'immigration. Il y a 400 ans, il y avait des habitants dans la province de Québec, mais c'était les populations autochtones. Depuis, toute la population s'est faite par immigration de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. génération, mais quand même. Littéralement, au Québec et au Canada, il y a 90% des gens qui sont des enfants d'immigrés. En tout cas, des descendants d'immigrés. Et donc, on a l'impression que tout le monde est un peu à la même enseigne. Mais je pense quand même qu'il y a un truc particulier avec les Français. D'abord, parce qu'ils nous connaissent bien. Ils connaissent bien nos qualités, ils connaissent bien nos petits défauts aussi. Et donc, ils sont capables... Vous avez remarqué.
Donc ils sont capables, bon d'abord de nous titiller un peu quand on fait ce qu'ils appellent parfois un peu les maudits français, quoi. Donc preuve un peu de notre capacité inénarrable à donner des leçons, quoi. On est parfois un peu on est parfois un peu râleur, on est parfois. Et en fait, au fond, l'histoire du râleur français, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se sent bien quand on arrive là, c'est que la tension monte. La tension baisse, quoi, et que d'un seul coup on se dit finalement on n'a pas besoin de râler. Enfin, l'exemple évident, c'est les 4 stops, quoi. Quand vous arrivez à un carrefour avec 4 panneaux d'arrêt, très vite on réalise qu'il n'y a pas besoin de règles enforcées dans les reins. On sait bien que le premier arrivé passera le premier, le deuxième, le troisième, et le quatrième, et que tout ça se passe assez bien. Je ne peux pas imaginer si on faisait ce genre de truc en France. Avec 4 arrêts, ce que ça donnerait sur les carrefours. Et c'est pas pour rien qu'on est le pays qui a inventé les ronds-points. Donc je pense qu'il y a quand même une baisse de la pression râleuse quand on arrive, qui au fond fait du bien. Alors, il faut pas non plus tout béatifier, quoi. Je veux dire, ou idéaliser. Il y a quand même des Françaises et des Français qui arrivent au Canada, au Québec, à Montréal, et qui finalement repartent parce que ça marche pas. Moi, j'adore le climat de Montréal parce qu'on a 4 vraies saisons, en tout cas 3 vraies saisons, et puis une demi-saison qu'est le printemps, mais un vrai été, un vrai hiver, un vrai automne. Moi, j'adorais ça, mais c'est vrai que l'hiver, faut l'embrasser, faut le vivre à fond, faut sortir, et pour certains, c'est difficile. Exactement. Faut le vivre, parce que si on le subit, c'est dur. Mais si on le vit. Et on se retrouve aussi dans une logique où, évidemment, le milieu du travail et le marché du travail est très différent. Il est plus fluide, on peut changer de job plus souvent, mais il est aussi moins protégé. Donc certains y arrivent en se sentant un peu en danger. Il faut avoir un petit goût du risque, quoi, pour venir. Alors en général, les gens qui viennent ont déjà le goût du risque parce qu'ils traversent l'Atlantique. C'est quand même pas un truc qu'on fait le lundi comme ça en se levant. Mais quand même, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté. Et donc il y a des gens pour qui ça marche pas. Mais c'est vrai que quand un Français ou une Française arrive, qu'elle est pas trop ou qu'il est pas trop maudit français, donc qui râle pas trop, qu'il est pas trop arrogant, très vite, en fait, les gens sont extrêmement chaleureux, les gens vous apprécient, les gens vous connaissent, et donc vous n'avez pas l'impression d'arriver à San Francisco, Ouagadougou, Séoul ou Sydney, quoi, parce que vous arrivez, ne serait-ce que la langue évidemment, mais pas seulement, dans un endroit où on parle français, où on aime la bouffe française, où on aime la chanson française, où on a lu des romans français. Donc vous êtes un peu chez vous. Même si vous êtes plus en Amérique qu'en Europe, vous êtes quand même dans un petit bout d'Europe en Amérique. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti parce que en discutant au fur et à mesure avec des gens, notamment dans le cadre de ces émissions de Fétufrette, très vite, on nous lâche l'info, où on nous fait comprendre que, évidemment, qu'au Québec, l'immigration est une nécessité, c'est un choix, c'est une politique, mais que l'immigration française est souhaitée, entre guillemets, plus qu'une autre. Parce que, et notamment sur Montréal, il y a un défi de la langue qui revient de plus en plus fort. Il y a eu des études récemment qui montraient que l'anglais était en train de prendre une importance trop importante, en tout cas aux yeux du gouvernement, sur l'île de Montréal. Ce qui est évidemment beaucoup moins le cas, mais du coup les Français sont aussi perçus comme des soldats qui viennent rejoindre la cause et qui viennent nourrir un petit peu la cause et aider à défendre ce peuple de 8 millions d'habitants cerné par 360 millions d'anglophones. On ressent ça. Voilà, effectivement, si on n'est pas trop maudit français, on sent qu'on est vraiment le bienvenu. C'est assez intéressant à quel point on se sent chez soi malgré les petits travers. Enfin, je sais que notre rapport à l'anglais, par exemple, et moi aujourd'hui l'une des différences, c'est peut-être le seul sujet de chamaillerie que j'ai pu connaître avec des Québécois. Quand par malheur j'ai dit un email au lieu de dire un courriel. J'essaye de me corriger, je fais des efforts. En plus, je trouve que le mot courriel est vraiment très beau. Mais on sent qu'on est sur deux, trois trucs un peu épidermiques où il y a quand même, malgré les similarités, encore quelques points
quelques points de divergence entre les. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, vous l'avez dit, hein, ils sont 8 millions dans un océan de 360 millions d'anglophones et aussi de plus en plus d'hispanophones. Donc, la logique défensive est bien plus importante chez eux que chez nous. Il y a aussi, moi, j'aime bien le faire avec cette boutade, parfois une exagération. Hein. Vous savez, nous, on garde notre voiture dans le parking. Eux, ils parquent leur voiture dans le garage. Donc, finalement, des anglicismes, ils en ont aussi. C'est juste pas les mêmes. C'est pas les mêmes, exactement. Ils voilà. en ont même beaucoup, mais c'est pas les mêmes. C'est pas construit de la même manière. C'est vrai que dès qu'on on aborde ce sujet-là, c'est toujours très 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 drôle. On a bien le fun, comme on dit ici. Pour revenir au rôle de député, des députés des Françaises et des Français de l'Amérique du Nord. Je suis assez, parce que évidemment, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, j'imagine que c'est quelque chose de très différent d'un rôle de député et qui est connu et perçu en France. Et comme ça, en plus, je me dis que parce que justement, ils ont cet esprit de partir à l'aventure, le rapport qu'entretient le député avec les Français de l'étranger est peut-être aussi différent. Est-ce qu'ils sont pas un peu plus autonomes? Et j'aimerais comprendre quelles sont les attentes, les besoins qui font que vous êtes indispensable. Alors, indispensable, je sais pas, mais en tout cas, j'espère me rendre utile. D'abord, il faut bien comprendre que le député, c'est le député de la nation. C'est-à-dire que vous soyez député de Creuse, de Paris 17e, de Strasbourg ou de l'Amérique du Nord, vous êtes censé voter la loi au service de l'intérêt général. Donc, quand je suis ici en hémicycle, la plupart du temps, je suis un député comme les autres qui essayent de voter des lois dans l'intérêt de la nation. Je dis la plupart du temps parce que quand même, il y a des sujets de préoccupation des Français de l'étranger, des Français d'Amérique du Nord, qui sont particuliers. Et donc c'est vrai que moi je les porte ici. Hein, donc typiquement, par exemple, avant la Covid, quand un Français ou une Française rentrait en France sans job, elle avait fini son expatriation, elle rentrait en France, elle allait chercher un job, vous aviez 3 mois de délai de carence avant d'avoir la Sécu. Bon. Ce qui en temps normal n'est pas très grave. Je veux dire, vous avez souvent en général une sécu qui se poursuit de là où vous étiez, vous faites les démarches et puis ça se fait assez vite. Mais en plein Covid, moi j'ai porté un amendement ici pour qu'on supprime ce délai de carence pour les Françaises et les Français qui rentraient. Bon ben voilà, là c'est typiquement un sujet particulier que j'ai porté pour les Français d'Amérique du Nord. Actuellement, il y a à Toronto et Ottawa, on est en confinement, vous le savez, c'est aussi le cas en Alberta depuis quelques jours. On n'a pas le droit de tenir des examens. On n'a pas le droit de tenir des examens. Ça veut dire que les jeunes Françaises et Français qui sont au lycée français de Toronto ou d'Ottawa, vont pas pouvoir passer le bac en salle. Bon, il faut que moi j'alerte le ministre de l'Éducation nationale ici pour qu'on adapte le dispositif pour que eux puissent passer leur bac. Donc typiquement, ça c'est 2 exemples très concrets dans lesquels je suis pas un député tout à fait comme les autres. Oui, je porte des sujets qui sont chers à mes concitoyens là-bas, c'est pas tout à fait les mêmes. Après, la 3e dimension de mon job, et c'est celle sur laquelle finalement je trouve qu'il faut insister le plus, c'est que les Françaises et les Français de l'étranger, et en ce qui me concerne ceux qui vivent en Amérique du Nord, on l'a dit depuis quelques minutes, là, 20 ou 30 minutes qu'on se parle, ils ont une expérience unique. Ils ont une perspective unique. Ils adorent la France, ils restent très proches de la France, mais ils en sont éloignés. Ils ont de la distance. Ils sont capables de regarder ce qui se fait ailleurs et de se dire, tiens, si on faisait ça en France, la France irait quand même mieux. Donc moi, je me vois un peu comme un porte-voix de tout ça. J'essaye de porter à l'Assemblée nationale, qui est quand même très franco-française, il y a 11 députés de l'étranger, 566 députés de métropole et d'outre-mer, j'essaie d'apporter un peu un vent de fraîcheur international. Donc il y a pas mal de sujets sur lesquels j'ai consulté les Françaises et les Français d'Amérique du Nord, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'entrepreneuriat, sur les référendums d'initiative populaire, pour dire voilà, vous savez que c'est comme ça que ça se passe en Amérique. Donc avant d'adopter ce genre de choses en France, peut-être qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques. Voilà, donc je suis un député de la nation comme tout le monde. Je porte quelques sujets pour les Françaises et les Français, et puis surtout, j'essaye d'ouvrir un peu les fenêtres de l'Assemblée pour y apporter un peu de Québec, un peu de Canada et un peu d'Amérique. Ça doit apporter un petit peu de fraîcheur, surtout sur les mois d'hiver, ça doit être plutôt pas mal. Et du coup, vous avez un œil, pour le coup, un œil expert entre 2 systèmes politiques très très différents. On va pas forcément passer 20 minutes dessus, mais moi qui m'intéresse beaucoup à la politique,
moins au jeu politicien, mais qui intéresse beaucoup à la politique française. Il y a ce vieux débat qui revient sans arrêt sur la centralisation française, l'extrême centralisation. Et ici, au Québec, on a un État fédéral. Un État fédéral avec un gouvernement provincial. Je dis souvent ici, moi j'ai 2 premiers ministres. J'ai François Legault, qui est mon premier ministre du Québec, et j'ai Justin Trudeau, qui est le premier ministre fédéral, les deux étant pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde, d'ailleurs. Et du coup, c'est le contre-exemple, j'allais dire presque parfait par rapport à la France. Et j'observe depuis 6 mois ici que, étonnamment, j'ai presque les mêmes critiques avec un contre-argument. C'est-à-dire que ce qui marche pas en France ne marcherait pas parce que ça serait trop centralisé. Exemple, la campagne de vaccination. Et quand ici, ça a râlé sur la campagne de vaccination, c'était parce que c'était désorganisé, puisque les rôles étaient mal répartis entre le fédéral et le provincial. Et du coup, je trouve ça très intéressant, vous qui, avec 8 ans, en plus dans un rôle, qui n'est pas un rôle politique, mais enfin la Caisse des dépôts, ça a quand même quelque chose d'important, puis on l'a pas dit, vous étiez quand même vice-président, ça joue, et maintenant député de la nation française. Comment est-ce que vous voyez ces 2 systèmes et comment ça fonctionne, quoi? Alors, bon, d'abord c'est fascinant et on peut pas imaginer quand on est à l'extérieur, comme c'était mon cas jusqu'à il y a 4 ans, ce que ça devient quand on est à l'intérieur. C'est-à-dire de voir la machine gouvernementale fonctionner, effectivement, à la fois ce que ça a d'extrêmement enthousiasmant, hein, parce qu'on fait la loi quand même, on change la vie quotidienne des gens, on l'espère pour des années et pas seulement des mois, en votant la loi. Mais il y a aussi des lourdeurs, il y a aussi des inefficacités. Quand on bosse dans le privé, comme ça a été mon cas, ou à la Caisse de dépôt, qui est une institution concurrentielle dans son fonctionnement, c'est vrai qu'on a un sens de l'efficacité peut-être parfois plus fort, on va plus vite, on a une mesure des résultats qui est souvent un peu plus objective. Vous parliez de la campagne de vaccination, à quoi on mesurera finalement l'efficacité de la campagne de vaccination? Je pense qu'on le saura dans quelques mois. Mais chaque semaine apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles qui fait que le gagnant du lundi est jamais le gagnant du mardi. Donc le Canada ou le Québec s'en sortent mieux une semaine, la France s'en sort mieux une autre. Et donc c'est vraiment bon. C'est fascinant quoi, de voir un peu comment on mesure l'efficacité de la chose publique. Cela dit, il y a 2 grandes différences effectivement entre le Canada et la France et l'Europe. Le Canada et le Québec, ce sont des démocraties parlementaires et se sont effectivement organisées dans une fédération. Donc c'est un État fédéral dans lequel le Canada finalement fait relativement peu de choses et les provinces, le Québec, font le reste. Donc la santé, par exemple, vous le savez, c'est provincial. L'éducation, c'est provincial. L'éducation universitaire, c'est provincial. Les infrastructures, c'est provincial. Il reste l'armée, la monnaie et quelques grands sujets au fédéral. Et puis, il y a quelques sujets de compétences partagées. Alors, nous, on a aussi une certaine forme de fédéralisme. C'est plutôt au niveau européen. C'est ça. Évidemment, le budget européen est sans commune mesure. Voilà, le budget européen est sans commune mesure avec le budget canadien. C'est beaucoup plus petit, mais quand même, il y a des politiques menées en Europe par Bruxelles qui servent tout le monde. Mais c'est vrai qu'en France, moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé au Canada, au Québec. On est beaucoup plus centralisé dans la prise de décision. Ce qui a de l'avantage, parce que vous l'avez dit, par exemple, dans la campagne de vaccination, même si on a mis du temps à se roder, parce que centraliser dit complexité. Une fois que ça roule pour tout le monde. Mais c'est un peu déresponsabilisant. On a toujours tendance à tout centraliser et donc à faire moins confiance aux gens sur le terrain. Donc, les élus locaux, les fonctionnaires sont souvent beaucoup plus normés dans leur exposition au quotidien qu'ils le sont. Moi, une de mes fiertés personnelles de ce mandat, quand même, ce sera ce qu'on appelle les maisons France Service. Ah oui, les fameux. Ouais. À la sortie du grand débat, le président de la République avait organisé une réunion avec une quinzaine de députés. Il dit alors on fait quoi maintenant? Il y avait évidemment dans la crise des gilets jaunes un besoin de qualité de service public qui avait nettement diminué.
Donc, je lui dis, vous savez, Monsieur le Président, quand vous êtes au Canada et que vous avez un problème avec l'administration, vous allez chez Service Canada. Et puis souvent même, dans la maison Service Canada, il y a aussi Service Québec. Donc, vous avez un espèce de lieu unique où vous pouvez régler votre problème. En France, c'est le domaine des dieux, là. Vous êtes renvoyé d'Astérix, hein. Vous êtes renvoyé d'un étage à l'autre. C'est le bureau machin, c'est l'étage bidule. Et donc, il y a énormément de portes auxquelles il faut frapper. La numérisation, même s'il y a certaines administrations qui le sont, n'est pas encore au top. Et il me dit banco. Et il a annoncé la création des maisons France Service qui sont en développement maintenant dans chaque canton de France et qui visent à faire en sorte qu'un Français ou une Française qui a un problème avec l'administration puisse aller voir une personne qui va lui régler. Ça, c'est typiquement de ce que je disais tout à l'heure dans mon rôle, d'essayer d'apporter des bonnes pratiques en France. Mais ça, pour que ça marche, ça suppose que les gens soient responsabilisés sur le terrain, que la personne que vous avez en face de vous, elle puisse vous aider. Et c'est vrai qu'au Canada, au Québec, c'est plus le cas. Quand vous avez un guichet en face de vous avec un fonctionnaire ou une fonctionnaire, en général, ils ont pas mal de marge de manœuvre pour vous aider, quoi. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus normé. Voilà, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Il y a deux systèmes différents qui fonctionnent avant tout du fait de leur histoire, de leur culture, de la géographie aussi qui explique ça. Hein. Le Canada, c'est quand même assez immense. Si vous irez tout d'Ottawa, je pense que vous auriez un problème. Mais in fine, les deux systèmes sont perfectibles, les deux systèmes sont pas idéaux, et surtout la qualité des hommes et des femmes qui les dirigent fait souvent beaucoup dans la manière dont c'est efficace, quoi. Un autre point politique qui m'a frappé depuis que je suis là, quand on est en France, on ne se rend pas forcément compte de ce que représente son pays sur la scène internationale. Voilà, effectivement, Jean Castex aujourd'hui, Emmanuel Macron, tous les ministres, on les voit tous les jours, mais bon, c'est normal, on est en France. Et j'ai été, moi, très surpris en arrivant ici, en regardant les informations, d'entendre beaucoup parler de la politique française, et même de choses que sincèrement, des petits procès ou des affaires dont je considère qu'elles n'ont pas forcément beaucoup d'importance, mais dont on parle ici. Et j'ai été surpris d'entendre assez régulièrement, alors, pour être tout à fait honnête, plus au niveau provincial, via François Legault et son gouvernement, se référer à la politique française, aux actions françaises, et notamment dans le cadre de la crise du Covid, en justifiant par exemple l'instauration d'un couvre-feu, qui était l'une des grandes différences de la province de Québec versus les autres provinces, en le justifiant en disant « Regardez, ça a été mis en place en France, ça a marché à tel endroit ». En tout cas, on sent quand même qu'il y a un rapport. Et ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que simplement parce que c'est la France et qu'après tout c'est quand même un des pays du G7 et que c'est l'un des pays qui compte dans le monde, ou est-ce que c'est parce que non, ok, mais en même temps Québec et France, il se passe un truc, c'est non, bien sûr. Pour le coup, est-ce que là on serait pas quand même des vrais cousins pour le coup? Non, mais il y a le vocable diplomatiquement correct, c'est une relation directe et privilégiée. Il y a une relation directe et privilégiée entre la France et le Québec. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? Moi, je connais bien Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé au Québec, qui s'avère qu'on a travaillé ensemble à la Caisse de dépôt il y a quelques années. Bon, Christian, il a des appels réguliers avec Olivier Véran pour échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui se fait bien ici, ce qui se fait bien là-bas. Alors, évidemment, Olivier parle à d'autres et Christian parle à d'autres. Mais cette relation directe et privilégiée fait qu'il y a des inspirations communes qui peuvent nourrir l'un et l'autre. Jean-Michel Blanquer était en visite à Montréal il y a 18 mois à peu près de mémoire. J'étais avec lui, on avait visité évidemment les lycées français, mais on avait aussi beaucoup échangé avec le ministre de l'enseignement de l'éducation à Québec sur les pratiques d'éducation souvent un peu plus modernes, un peu plus autonomes, là encore un peu plus responsabilisées, qui existent au Québec et qui rendent les écoles un peu plus différentes que celles qu'on a en France. Donc non, cette relation directe est privilégiée. Tous les 2 ans, alors elle n'a pas eu lieu, tous les ans, mais c'est une fois au Québec, une fois en France en alternance. C'est ce qu'on appelle les rencontres alternées des premiers ministres. Donc là, moi, j'ai une réunion demain à Matignon pour préparer la prochaine. François Legault et Jean Castex vont se rencontrer dans le cadre des rencontres du Premier ministre en septembre prochain. Ce sera à Québec et à Montréal. J'espère bien être dans les bagages, ce qui sera une occasion de plus pour moi pour venir vous voir. Et évidemment, dans le cadre de ces discussions entre les 2 premiers ministres, avec quelques ministres qui les accompagnent,
on fait vivre cette relation directe et privilégiée sur les coopérations entre les universités, les reconnaissances mutuelles des diplômes, des qualifications, etc. Et ça, c'est évidemment 400 ans d'histoire et surtout peut-être, je dirais, une cinquantaine d'années d'histoire politique assez proche et de relations très proches entre les chefs d'État et de gouvernement français et les chefs d'État et de gouvernement au Québec. Ouais, cette relation, cette proximité, on la ressent, et moi je la ressens encore plus forte depuis que je suis là, parce qu'elle elle est plus flagrante. Pour terminer l'émission, pour pas vous prendre toute la journée, parce que vous êtes comme un peu député avec 2-3 rendez-vous, on va faire un peu, alors, pas de la politique fiction, mais de fiction tout court. Imaginons, il n'y a plus de Covid pendant 15 jours, vous venez en famille, vous revenez au Québec, vous n'avez pas d'impératif politique ou professionnel, je parle juste à l'amoureux du Québec, que forcément vous êtes. C'est quoi votre programme? Alors, nous, on a passé nos premières vacances au Québec avant même de venir à Montréal, et on avait fait ce que j'appelle le tour des Français à l'époque, ce que tous les Français font là, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Baleines, Québec, etc., les parcs de la Mauricie. Et évidemment, une fois que vous arrivez et que vous dites ça aux Québécois, ils disent mais il y a que les Français pour faire ça, faire du traîneau, tout ce que les Françaises et les Français adorent faire. Mais bon, moi j'ai quand même quelques lieux que j'adore. Donc j'adore le massif de la Petite Rivière à Charlevoix. Il y a un hôtel que j'adore qui s'appelle La Ferme, qui est une ancienne ferme qui a été complètement réhabilitée au pied du massif, qui permet d'aller faire du ski quand on est en hiver et d'aller faire du vélo ou de la randonnée quand on est en été. Ça, c'est un de mes endroits favoris, on y mange très bien. Je passerai évidemment 2-3 jours à Montréal, d'abord parce que j'y ai plein d'amis et que Zoom, ça va 5 minutes, donc je peux les voir et les revoir, qu'on puisse dîner ensemble, qu'on puisse faire la fête, qu'on puisse aller se promener sur Montréal, aller faire du vélo sur l'île, etc. Donc je sais pas, on a dit combien, 15 jours? Ouais, 15 jours. Hein. Bon, alors une semaine à Montréal et une semaine de balade. Donc je pense que je serai invité dans quelques chalets de mes copains pour faire des barbecues dans différents endroits, que ce soit les cantons de l'Est ou les Laurentides. On ira passer 2-3 jours à la ferme, on mangera bien et on se baladera sur le massif. On passera sans doute à Québec voir quelques amis. Et puis voilà, je pense qu'on aura fait le tour des 15 jours. Ouais. Si vous avez hâte. Oui, alors, les vacances, ce sera pas pour tout de suite, je pense. Et les vacances en famille, comme mes enfants sont grands, malheureusement, c'est de plus en plus difficile à organiser. Mais j'ai hâte de pouvoir revenir et de rencontrer effectivement à nouveau à la fois mes amis et puis toutes les Françaises et les Français qui vivent là-bas. Ouais, j'ai extrêmement hâte. Je suis très impatient. Ça s'en vient, comme on dit ici, ça s'en vient. Exactement, ça s'en vient. Soyons patients et ça arrive. Roland, monsieur le député, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de m'avoir parlé. Alors, vous savez que vous êtes là depuis moins d'1 an, mais au Québec, on se tutoie facilement. Donc, je vais te dire merci à toi. Je sais. Alors, c'est gentil. Après, je reste encore un peu d'éducation française. J'ai quand même un député face à moi, mais merci beaucoup. On va se tutoyer. Je fais des efforts tous les jours. Merci à toi aussi. Et c'était un vrai bonheur. Je te souhaite une excellente journée, une excellente continuation et surtout de pouvoir se voir en vrai, parce que c'est sympa Zoom, mais si j'ai bien compris, en septembre, en octobre, j'essaierai de passer pour voir Jean Castex, François Legault et mon député. Ok, à bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com.
Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt.